Καλησπέρα, bonsoir. Καλώς ήρθατε όλοι. Bienvenue tout le monde à l'Institut français de Grèce, Auditorium Théo Angelopoulos. Bonsoir tout le monde qui sont en ligne sur afj.gr ou sur Facebook. Avec cet événement ce soir, on va clore les activités du novembre numérique, ce grand événement qui se déroule à tous les instituts français au mois de novembre et qui sont en train d'examiner plusieurs questions liées au monde numérique ou au monde digital. Ce soir, on va surtout mettre l'accent à un point très, très concret, un sujet lié au monde du cinéma et tout le monde qui sont actifs dans le domaine artistique, l'organisation des conférences. Donc, on va parler pour les marchés du film, le marché du cinéma, et disons ce virage vers ce monde hybride avec et à cause de la pandémie. Ce soir, parmi nous, à Athènes, nous avons Yann Assari, responsable de l'Agora, du Festival international de Thessalonique et du Festival du documentaire de Thessalonique, Mariana Stepoulou, directrice générale d'Anima Syros, avec Marinette Mac-Critikou, responsable de l'Agora d'Anima Syros sur l'île de Syros, dans la mer Égée. Bien évidemment, alors Guillaume Emiol, le co-directeur du marché du film de Cannes, Véronique Encrenaz, la responsable du MIFA du Festival d'Annecy, et Élise Jalado, la directrice générale du Festival de Thessalonique, qui sera en binôme avec Yann ici à Athènes. Donc, pour commencer, je vais vous demander à tous de vous présenter. Je vous propose de faire un premier tour de table, nous dire qui vous êtes, quel est votre festival et votre marché, en commençant peut-être par Élise et Yann. Peut-être que je peux faire une présentation générale dans ce cas-là des deux marchés, des deux festivals. Donc, le festival de Thessalonique, c'est en fait deux festivals internationaux, en plus des salles et du musée et d'autres activités que l'on a pendant l'année. Les deux festivals internationaux sont pour l'un en novembre, le festival du film, auquel est accolé un marché qui est un marché un marché de premier plan dans la région et en Europe. Et on a aussi le festival documentaire en mars quand c'est possible, évidemment. Ce marché documentaire est également, il y a également un marché qui est accolé au festival et qui réunit les professionnels du documentaire européen et de la région et du monde aussi, puisqu'on a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est une introduction générale des deux festivals que l'on et que l'on anime, et des deux marchés que l'on produit et que l'on anime. Et peut-être que je peux laisser la parole à Yana pour détailler les marchés, les deux marchés. Καλησπέρα. Bonsoir. Le Festival international de Thessalonique a deux marchés, ou de agora en grec. Ce qui est différent dans le marché, dans l'Agora, c'est qu'on a un focus sur le marché des pays Balkans et nous avons ajouté évidemment maintenant la Lituanie, la Géorgie et l'Arménie. Donc, il y a un focus très, très particulier. Et nous avons plusieurs professionnels du monde entier, de l'Europe, des États-Unis et aussi de l'Asie, qui sont à la recherche des coproducteurs ou qui veulent avoir signé un accord avec des pays où nous avons ce focus. Les dernières années, le marché ou l'Agora est en train d'augmenter, en train de s'élargir. Nous avons plusieurs activités. Les points essentiels, évidemment, c'est le Pitching Forum pour le festival documentaire, la coproduction pour le festival de novembre, qui sont liés aux coproductions et aux scénarios, les workshop progress, les talk show projects, les projets qui sont liés aux films qui sont juste
vers la fin de la production, et les marchés de films, film markets, où nous avons les films qui essayent d'identifier des premières ou à des agences ou à des vendeurs-acheteurs. Donc, nous avons aussi beaucoup de séances de consultation pour tous les participants qui arrivent à Thessalonique avec leurs films, c'est-à-dire pour les directeurs, pour les producteurs. Nous avons plusieurs ateliers de travail, des workshops. Nous avons aussi les Agora Talks, les discussions dans le marché. Et chaque année, nous essayons d'avoir plusieurs collaborations au sein du festival qui est en train d'offrir des excellentes opportunités. C'est excellent que les festivals commencent à se co-organiser, à collaborer. Par exemple, au mois de novembre, nous avons une collaboration avec le Festival de Drama et le Festival du Clermont-Ferrand, le Festival de films courts. Et nous avons eu les gagnants des deux festivals qui veulent avoir un nouveau film, un film à long métrage. Donc, nous sommes en train d'enrichir nos activités. Merci. Donner la parole à Guillaume. Guillaume, nous dire deux mots sur toi et sur le marché du film de Cannes que l'on ne présente presque plus. Bien, bonsoir à tous. Merci de m'inviter pour cette conférence. Donc, effectivement, je suis Guillaume Esmiol, le co-directeur du marché du film du Festival de Cannes. C'est assez connu, effectivement, puisque le marché du film se déroule en même temps que le Festival de Cannes, habituellement en mai, même si sur les 2 dernières années, on a dû décaler un peu nos dates avec le contexte que vous connaissez. Et le marché du film, voilà, c'est le rendez-vous incontournable de l'ensemble des professionnels de l'industrie du film, qui regroupe évidemment les producteurs, des programmateurs de festivals, des vendeurs qui viennent présenter leur catalogue de films souvent pour la première fois, qui viennent projeter des films pour la première fois pour trouver des acheteurs, des distributeurs, les plateformes VOD, et les financeurs et institutions qui viennent à Cannes soutenir leur délégation, le cinéma de leur pays. Et peut-être maintenant la parole à Maria pour nous parler de Animasiros et ensuite à Marinetta pour nous parler de l'Agora de Animasiros. Καλησπέρα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasiros γίνεται από το 2008 στο νησί της Σύρου, στην Ερμούπολη. Το φεστιβάλ διαρθρώνεται σε 3 πυλώνες, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και φυσικά την αγορά, η οποία ξεκίνησε με δειλά βήματα από την πρώτη διοργάνωση, σαν ένα φόρο. Qui a commencé de sa première structure en tant que système professionnel avec des ateliers pour les professionnels et par la suite, à partir de 2008, le festival a été évolué comme un rendez-vous, disons, des films d'animation grecs. Et par la suite, nous avons la participation européenne internationale. Donc, je vais donner à Marinetta la parole pour parler du contenu de l'Agora. Or, je tiens à vous dire que Animasiros est notre Agora, notre marché. Son événement principal, c'est le Pitching Forum. Le festival se déroule chaque année au mois de septembre. Le marché ou l'Agora à Syros avec le festival sur l'île. Or, une année, on a eu aussi un festival à Athènes qui s'appelle Athens Animation Agora. Espérons qu'on pourra recommencer ou revivre cette expérience du marché à Athènes. Merci. Bonsoir. L'Agora a commencé plusieurs années, mais maintenant, nous sommes vraiment très ravis de pouvoir continuer notre travail et cela est lié à notre accord, à notre pays avec le Festival d'Annecy. Bonsoir, Véronique, en fait. Pas de vous voir ici. Nous avons une excellente collaboration au sein du Pitching Forum, qui est, disons, notre principal outil. Qu'est-ce que c'est le Pitching Forum? Le Pitching Forum est notre intention, en tant qu'Agora d'Animasiros, d'assister, d'aider des jeunes artistes afin qu'ils puissent créer leurs projets qui sont en voie de développement. Et les
projeter à des décideurs et afin de les mettre en application, de les implémenter. Donc, au sein de l'animation, c'est-à-dire dans l'image numérique ou digitale, dans l'image en général, c'est très difficile d'identifier des fournisseurs, d'identifier des distributeurs, d'identifier des investisseurs. Donc, c'est une opportunité unique offerte aux Grecs et aux Pays Baltes en même temps, qui travaillent de manière très professionnelle, de manière très cohérente et cohésive, avec des excellentes collaborations, comme c'est le Festival d'Annecy, MIFA, qu'on a eu cette excellente, d'ailleurs, atelier, l'animation du monde. Donc, nous avons eu Géraldine Bachet de MIFA, et ainsi on a pu organiser un atelier de 4 jours où 6 films candidats ont assisté, ont participé à cet atelier afin qu'ils puissent promouvoir le travail et le projeter devant un comité. Et par la suite, les meilleurs ont reçu un prix. Donc, normalement, on a dû donner un seul prix qui, par la suite, devait aller au Festival d'Annecy à 200 décideurs, le plus grand festival d'animation du monde en France, pour promouvoir le projet. Or, la qualité du travail était tellement haute et Géraldine a voulu donner 3 prix. Donc, 2 prix ont été offerts dans des projets, un de Chypre, un de Grèce, l'année dernière au Festival d'Annecy. Et le 3e a reçu une accréditation pour faire partie au Festival du film d'Annecy. Donc, c'était une excellente collaboration avec MIFA qui a continué cette année même, malgré les difficultés, malgré la pandémie. Et on a une présence qui, évidemment, s'est déroulée de manière hybride, de manière numérique, par Géraldine Bachet, qui nous a présenté le rôle de cette organisation de l'animation du monde pour les films qui sont dans les pays comme le nôtre, où c'est plutôt assez difficile de trouver des coproducteurs ou des investisseurs. Donc, cette année, on a eu une très grande, une belle expérience, un grand succès dans le cadre de la collaboration avec un autre studio français, le Forimage, où 2 collaborateurs de Forimage sont venus et ils ont fait ce 4 jours d'atelier avec 5 projets, des projets des pays méditerranéens. Et on a dû mettre l'accent aux pays méditerranéens, évidemment, et les pays Balkans, comme d'habitude. Or, nous sommes en train de s'adapter en collaboration avec le festival, évidemment. Donc, Festival et Agora, ou le marché, si vous voulez, sont 2 continents qui œuvrent de manière parallèle, qui essayent de coexister aussi au niveau des personnes invitées. Donc, si l'année prochaine, on aura une thématique, par exemple, qui se focalise sur une région, donc on va essayer d'avoir des invités de cette région pour le festival et le marché, ou l'Agora. Donc, on a surtout voulu mettre l'accent l'année dernière aux pays Balkans et la Méditerranée, mais on a eu des invités d'Arménie, de la Géorgie, plusieurs personnes invitées qui avaient un travail en voie de développement, disons, et l'année prochaine, on va continuer avec ce territoire. Donc, en mettant de côté le Pitching Forum et ces excellentes collaborations que je viens de faire allusion, nous avons également, comme le Festival de Thessalonique, des présentations et des projections d'artistes internationaux qui sont en work in progress, où ils ont déjà pu terminer leur film. Donc, ils arrivent pour parler de leur façon, de la manière de travailler, ou aussi des institutions, des représentations qui sont ici pour nous expliquer la voie de financement, comme le COMEC, comme le Centre cinématographique, comme la CIFA. Je dois m'arrêter, hein? Oh, je m'excuse. Du coup, pour passer vous avez beaucoup parlé d'Annecy et du MIFA, donc peut-être Véronique nous dire 2 mots sur le MIFA et le Festival d'Annecy.
Oui, bah merci. C'est déjà une belle présentation qu'on a eue avec des mots magnifiques. Donc, merci déjà pour cette présentation. Et pour compléter, pour élargir un petit peu, Annecy existe depuis 1960, le festival, et le marché depuis 1985. Donc on a comme un marché qui se déroule tous les ans, comme le festival au mois de juin. L'année prochaine, ce sera du 13 au 18 juin, toutes les années en juin. Et si on prend des chiffres pour donner un petit peu la mesure, la taille de l'événement, donc déjà on est complètement spécialisé animation, hein, on est vraiment sur cette partie-là. On élargit un peu aussi vers la XR, bientôt un peu le jeu vidéo, mais on est focalisé animation. Les 2019, le dernier événement physique complet, on avait 12 300 accrédités, environ 95 pays. Et ensuite, 2020, on est passé complètement en ligne, comme beaucoup ici, avec là, pour le coup, première année complètement en ligne. La demande a explosé puisqu'il y avait un vrai besoin de tous les pays, et on était passé à 15 000 accrédités. On a été avec beaucoup plus de monde qu'en 2019. Et par contre, 2021, deuxième année hybride pour le coup, moitié en ligne, moitié physique, où là, on est redescendu à un chiffre autour de 8 500. En fait, c'est très variable. On se rend compte que on doit s'adapter, et les professionnels s'adaptent aussi à chaque fois en fonction d'une offre qui n'est pas évidente à saisir. Et voilà, donc en tout cas pour finir le tableau un peu du festival et du marché, le MIFA en effet est surtout un lieu de coproduction. C'est vraiment notre cœur de métier en quelque sorte, c'est accompagner les talents, accompagner les films, et les aider à trouver leur financement. On a quand même un marché qui se développe de plus en plus vers la vente aussi, l'exportation. On a de plus en plus les vendeurs aussi, alors sachant on adresse à la fois le court métrage, la série, le long métrage, et tout ce qui est expérience numérique, notamment avec la XR, la VR. Donc on accompagne tous ces formats, mais on accompagne aussi toute la chaîne de production. On n'est pas seulement sur la production, on est aussi sur la formation, énormément, sur les nouvelles technologies, parce qu'en animation, c'est une part importante de l'industrie. Donc au sein du marché, on va retrouver des conférences et un espace d'exposition pour tous les créateurs de logiciels et d'outils. On va avoir les écoles d'animation présentes avec tous les enjeux qui sont adressés quant à la formation et au recrutement par conséquence. Et puis ensuite, tout ce qui est un peu plus large, hybride, avec la XR et le jeu vidéo. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'aborder à nouveau ces points-là. Mais en tout cas, en effet, la formation est une partie importante. Donc, animation du monde, où on va aider des porteurs de projets à développer leurs projets dans les pays qui sont en émergence en animation, qui manquent un peu d'écoles dans les pays. Donc, on vient un peu combler ce manque. Et puis, des accompagnements à l'année de différentes délégations avec un MIFA Campus International que j'aurai l'occasion d'évoquer. Voilà un peu un résumé. Merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant de voir vos présentations, parce qu'on voit finalement même 4,5, on va dire, pour Salonique, qui a une double entrée, 4 formats très différents, et en même temps qui ont été amenés à faire face à un problème commun qui est celui de la pandémie et des restrictions qu'elle a imposées. Et finalement, c'est assez intéressant de voir qu'on a ici 4 approches très différentes et 4 expériences très différentes, parce que je crois Animaceros, ils ont eu la chance, toute leur édition ont pu avoir aussi une composante en présentiel. Thessalonique
Thessalonique, je crois, sur les 4 éditions, si on compte les 2 du documentaire et les 2 du mois de novembre, c'est à chaque fois 4 scénarios différents. Cannes, c'était 2020, c'était exclusivement en ligne. Cette année, c'était comme pour le MIFA, c'était une fois que en ligne et une fois en hybride. Du coup, peut-être voir ensemble et faire à nouveau un tour de table pour voir quelles sont les adaptations que la pandémie vous a obligé à mettre en place, les sauts numériques, le passage peut-être d'un présentiel à un distanciel. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place? Qu'est-ce que vous avez choisi comme outil et comme solution? Peut-être commençons par Thessalonique pour refaire un tour de table. Élise, Yana? Oui, alors en fait, il faut un peu contextualiser chaque édition parce que on répond un peu aux besoins au moment où la pandémie contraint de façon un peu différente chaque pays. On est un marché international, donc il faut tenir compte des frontières dans chaque pays et de la situation ici aussi. Et on s'est retrouvé en mars 2020, évidemment, à numériser entièrement le marché, à une période où, c'était début mars 2020, où tout le monde était censé venir ici et tout le monde était hyper disponible pour participer à 100% de nos activités, que ce soit les activités marché, pitching, work in progress, formation, etc., etc. Ensuite, en novembre 2020, on avait préparé une édition du marché hybride. Cette édition s'est transformée en édition 100% en ligne, avec également une grosse participation, puisque les professionnels étaient censés venir également, donc étaient complètement disponibles. C'était censé être en physique, donc les gens avaient calé ça dans leur calendrier. En mars 2021, c'était un peu difficile. On voulait quand même faire une édition physique, donc on a décalé le marché à fin juin. Et là, on a décidé. Alors, on a un peu tâtonné au début parce qu'effectivement, on a fait un marché qui était hybride, mais les activités avaient lieu en même temps en physique et en ligne, ce qui était un peu compliqué à produire. Donc, on peut revenir là-dessus si nécessaire. Et là, le dernier festival, le 62e festival de Thessalonique, notre marché était hybride avec une partie physique au début du festival et une partie en ligne à la fin du festival. Alors, on a décidé évidemment, le marché s'est retrouvé en ligne. Ça, c'est pas trop un problème. On travaille avec Sinando d'ailleurs, qui est piloté par le marché de Cannes. Mais il y a des choses qui sont un peu difficiles à passer en ligne, notamment tout ce qui est formation. Et pour la 62e édition du festival, on avait une grosse partie formation, à la fois le casting, les formations de tout ce qui est professionnel de la diffusion, puisqu'on fait le Locarno Film Academy, où on forme les acheteurs, les festivals, et on forme aussi les exploitants avec Europa Cinéma, une année sur 2. Et on est amené de plus en plus à former également les jeunes professionnels. Il y a une demande de formation, il n'y a pas assez de gens de l'industrie, il n'y a pas assez de techniciens partout en Europe d'ailleurs. Et cette année, on a fait un focus sur le montage qui était en physique. Alors évidemment, tout est filmé, et tout est remonté et mis en ligne après, mais c'est vrai que c'est quand même mieux en physique, puisqu'en fait, on s'adresse à des jeunes professionnels, et peut-être qu'on peut revenir là-dessus. La particularité des marchés comme le marché de Thessalonique, c'est qu'on intègre des jeunes professionnels qui ont besoin d'avoir un réseau, et se faire un réseau en ligne, c'est quand même très, très compliqué. Il faut rencontrer les gens, pouvoir discuter avec eux, aller boire un verre. Et pour une question, il faut grandir, les générations grandissent ensemble, mais il faut quand même pouvoir se rencontrer. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en ligne. C'est un peu limité. Techniquement, tout est possible en ligne, évidemment, mais l'expérience est complètement différente. Voilà.
Αυτό που θα ήθελα μόνο να προσθέσω ήταν ότι Ce que je voudrais ajouter, c'est que en 2020, la quarantaine nous a trouvés pendant les premiers jours. On était en train de se préparer pour aller à Salonique et on a décidé de faire le marché en ligne. Et en 3 jours, il fallait tout préparer pour la première fois. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait, on n'avait pas en tête, on n'y connaissait rien. C'était quelque chose de très, très particulier. Mais puisque c'était tout au début de la pandémie, de la quarantaine, et tout le monde de l'étranger était très prêt. Tout le monde était très prêt à faire les rendez-vous. Et tout s'était préparé en 3 jours. Maintenant, quand on y pense, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pensait à ces temps-là, hein, en ce moment. Mais bon, les festivals suivants ont eu lieu en ligne, comme Elise a dit. Et en ce moment, nous sommes en train d'utiliser un modèle hybride et on attend voir comment la situation va évoluer. Sur le Festival de Cannes et sur ces 2 dernières éditions du marché, finalement qui s'est eu lieu qu'en ligne et une hybride. Là aussi, je crois que le choix a été fait d'un certain décalage entre la partie en ligne et la partie physique. Peut-être nous en dire 2 mots? Oui, pas complètement. Alors, je risque de raconter un peu la même histoire que mes collègues, hein, mais voilà, pour faire très simple, c'est vrai que avant 2020, on avait un marché qui était vraiment que présentiel, même si on avait déjà des outils digitaux, notamment Sinando. Mais c'est vrai que le marché du film était vraiment à Cannes. Et en juin 2020, l'équipe a dû s'adapter dans un délai très court pour, compte tenu du contexte et de l'impossibilité de tenir l'événement physique, pour monter cette plateforme 100% online, 100% en ligne, qui est marchédufilm.online. Cette plateforme, elle a été très utile en 2020. On avait légèrement décalé la date, donc on l'avait lancée en juin 2020. Et elle a permis, je dirais, de transposer autant que possible sur le digital ce que fait un marché habituellement. Donc, c'est-à-dire des projections online, des projections de films en ligne, pardon, des conférences à l'image de celles qu'on fait ce soir, des conférences de l'industrie 100% online et évidemment des outils de networking online. Je pense que c'était très, très bien accueilli à l'époque parce que surtout, c'était le début, on était en plein milieu de la crise et c'était une belle, je dirais, réaction face à ces difficultés-là. En 2021, on arrive à un moment qui est différent, qu'on espère un peu meilleur et donc on peut faire cette édition hybride à la fois à Cannes mais également en digital parce qu'il y avait beaucoup de pays, beaucoup de régions du monde qui ne pouvaient pas encore se déplacer à Cannes. Et là, je trouve que c'est plus dur, hein, donc on regarde a posteriori, c'est plus dur de faire une édition hybride qu'une édition 100% online parce qu'on a un peu, je dirais, la double difficulté de gérer un événement présentiel et un événement online. Et l'hybridation de certains événements est également un sujet de complexité qui ajoute pas mal de coûts techniques également. Et je rejoins un peu ce qui a été dit. Je dirais chaque volet a un peu ses avantages et inconvénients. Alors, c'est sûr que le digital a des vrais avantages d'efficacité, de productivité, mais je rejoins le commentaire qui a été fait avant de dire qu'en termes de rencontres, même si on peut faire des vraies rencontres via le digital, hein, mais c'est plus difficile de faire des nouvelles rencontres par rapport à ce qu'on peut connaître sur un événement physique habituellement. C'est difficile pour les nouveaux de se connecter à des personnes à travers un outil digital. Il y a certaines personnes qui nous disent avoir une certaine lassitude également de tout ce qui est Zoom Meeting et autres. Donc voilà, ça a un avantage de la productivité et évidemment de l'accès à distance. Ça a l'avantage également sur tout ce qui est accès au contenu. Voilà, nous, on voit que sur nos plateformes, ce qui marche très, très bien, c'est les projections de films online, l'accès aux conférences online. Sur les conférences, par exemple, on va même avoir plus d'audience grâce au digital que si on faisait cette conférence qu'en présentiel à Cannes. Donc, il y a ces avantages-là. Et en même temps, il y a un peu les limites sur le networking, comme j'ai pu citer, qui, je pense, est là un vrai atout du présentiel. Et donc, à Cannes, voilà,
on a envie un peu d'appuyer là-dessus, de renforcer, je dirais, les opportunités de rencontre et la qualité de l'expérience à Cannes, puisque on se rend bien compte que les gens connectent beaucoup plus, arrivent à travailler des partenariats plus approfondis en se rencontrant réellement. Pour répondre à la question que vous aviez posée juste avant, effectivement, cette année, on avait un peu deux événements. On avait dû décaler déjà le marché du film en juillet, puisque le festival se décalait en juillet. C'était extrêmement tendu, puisque ça nous a permis de tenir l'événement physique de justesse, avec à un moment où les contraintes sur les déplacements à l'international, les contraintes sur les événements, sur les salons professionnels étaient un peu plus ouvertes, un peu plus faciles, on va dire. En tout cas, c'était un petit peu débloqué. On a pu faire cet événement physique, mais on avait eu le retour de certains vendeurs, notamment à l'international, qui disaient que c'était un petit peu loin en juillet. Et du coup, on avait fait en amont, en juin, on avait fait un premier événement 100% digital, qu'on appelait les pre-Cannes screenings, qui nous ont permis de faire des projections 100% digitales dès juin, sans attendre juillet. Voilà, c'est pour répondre à une demande et un besoin de nos clients qu'on a créé un peu cette temporalité l'année dernière. Cette année, je pense qu'on va essayer de rester regroupés et je croise les doigts, mais j'espère pouvoir tenir l'événement en mai, qui est notre date habituelle, pouvoir tenir l'événement en mi-mai cette année et encore une fois en hybride, puisque maintenant c'est devenu la norme. On continuera de miser sur l'hybride, surtout qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer aussi librement qu'auparavant. Véronique, peut-être rebondir, comme le MIFA a eu un peu les mêmes contraintes, une édition hybride en 2021 et une édition en ligne en 2020. Peut-être nous dire 2 mots sur les adaptations que vous avez dû faire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2020, en effet, il a fallu prendre, c'était mars, la décision de passer, même avril, complètement en ligne pour juin. Donc, ça a été fait dans l'urgence. Bon, je pense qu'on a tous un peu les mêmes expériences là-dessus, trouver les bons outils qu'il faut, et puis essayer d'adapter certains événements, parce que ce n'est pas forcément le cas pour tous. Donc, je dirais, comme tout le monde ici, qu'il y a eu du positif, heureusement, et il y a eu du négatif. Donc, nous, ce qu'on a envie finalement de garder, c'est le côté contenu qui est en effet qui est plus accessible à plus de monde. Donc ça, c'était le vrai point positif finalement de ce qu'on a dû mettre en place. Je pense par exemple aux sessions de pitch où on a d'habitude un salon avec un certain nombre de personnes à l'intérieur de ce salon. Et voilà, les places sont quand même limitées parce que une question de taille de salon et puis une question d'heure. Voilà, c'était programmé tel jour, telle heure. Là, avec l'offre en ligne ou l'offre hybride, on oublie ces réductions de taille de salon, cette limite de programmation un jour, une heure. On offre ce contenu à l'ensemble des accrédités, qu'ils soient présents sur place, qu'ils soient uniquement en ligne. Et même ceux qui sont présents sur place n'ont pas toujours cette possibilité-là d'assister à tout. Et ça, c'était un reproche qu'on avait beaucoup finalement, parce que quand on a 12 000 personnes qui arrivent, forcément, même si ça n'intéresse pas tout le monde, on ne peut pas accueillir tout le monde dans un salon. Et là, depuis 2020, toutes les sessions de pitch sont visibles sur une plateforme qu'on a mis en place. Et on l'a reconduit en 2021, même si on avait un événement physique. On a conservé, par exemple, ces sessions de pitch en ligne et on va continuer à le faire. Ensuite, c'est une question de présentation, à quel moment on les mettra en ligne. Ça, c'est aussi stratégiquement, c'est quelque chose qui est encore à réfléchir. Est-ce qu'on offre tout en même temps ou est-ce qu'on garde une programmation pour après le festival, sachant que pour le contenu,
on a pu avoir l'occasion d'un ou deux événements qui se sont présentés physiquement là depuis le début de l'année. Et on a constaté que dans le cas d'une offre en ligne, alors qu'il y a une présence physique, ça décourage quand même beaucoup de professionnels. En tout cas, ça encourage certains professionnels à ne pas se déplacer. Je pense aux acheteurs, notamment. Et ça peut être à terme sans doute un souci d'accès pour certains à ces acheteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté dernièrement et il y a le souhait de beaucoup de professionnels d'encourager le retour des acheteurs en force sur les marchés parce que voilà, c'est la façon qu'on aura de voir les projets se faire et de les voir être diffusés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut adresser particulièrement cette année, voir comment on travaille avec ça. Mais je rejoins cette question des contacts. Les jeunes professionnels ont le plus souffert de ces événements hybrides, en tout cas en ligne. Et on revient à la raison profonde de l'existence de nos marchés, de nos événements. C'est que, en effet, peut-être on aurait pu imaginer que finalement nos événements étaient en danger et parce qu'on peut très bien imaginer tout faire en ligne. Et il se trouve que non, parce qu'on est dans l'artistique, que la rencontre est essentielle si on veut aller vers une qualité artistique. Et on est aussi pour encourager les jeunes talents. Et les jeunes talents qui arrivent, ils n'ont pas accès à tous ces professionnels qui ont un carnet rempli 2 mois avant l'ouverture d'un marché. La seule façon de les rencontrer souvent dans nos événements, c'est par des rencontres informelles que l'on organise justement. On est là pour ça, c'est-à-dire on organise des rendez-vous très ciblés, très cadrés, mais il y a aussi tout l'à côté. On se rend compte de l'à côté d'un marché. Ce sont des cocktails, ce sont des rencontres lors de discussions informelles. Tout ça, c'est aussi important, je pense, que les événements de networking qu'on peut organiser, et on s'en rend compte d'autant plus maintenant. La rencontre physique, là, est tellement importante. Donc ça, moi, je dirais que c'était peut-être ce qu'on peut retenir, en tout cas nous, c'est ce qu'on retient, c'est le vrai manque qu'il y a dans la création. Quand on l'a fait en juin, hybride, les personnes qui étaient là, alors il y avait surtout des Français et des Européens proches, mais ils en ont profité pour voir surtout les talents qui étaient présents, puisque nous, on a énormément d'étudiants, d'étudiants en fin d'études, les nouveaux professionnels, les jeunes professionnels qui arrivent, tous les créateurs, et ça a été un peu leur priorité. Je vais aller rencontrer des talents et je vais passer 1 heure avec eux pour voir ce qu'ils ont dans la tête, quels seront leurs prochains projets. Et s'il n'y a pas ça, la création est compliquée et en difficulté. Donc voilà, tout le positif de ce qu'on peut retirer de ces mauvaises années, en quelque sorte. Très bien. Alors, je note ici, moi, dans mes notes de ce que vous dites, vous avez beaucoup parlé finalement des limitations aussi de ce que tu peux offrir un festival en ligne. Et alors, avant de rebondir sur ces points-là, je pense que ce serait intéressant de donner la parole à nos amis de Animaceiros qui ont eu la chance finalement de faire 2 éditions en hybride. Donc, ils ont déjà 2 éditions hybrides sous leur ceinture. Et qu'est-ce que vous retirez? Quels sont finalement, au bout de 2 éditions, comment est-ce que vous trouvez le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on va mettre en ligne et qu'est-ce qu'on va choisir de laisser vraiment sur place? Καταρχήν να πω ότι Tout d'abord, permettez-moi de dire que les conditions de la pandémie en mars 2020, nous étions dans une phase plutôt mature de notre programmation. Donc, je dois vous dire que alors qu'on dut replanifier les choses, notre décision, c'était de prendre
l'aspect plutôt ambitieux qui était l'hybride. Donc, malgré le fait que toute l'équipe était prête à savoir que nous devions commencer à penser que tout devrait changer en digital, en numérique. Donc, on avait, disons, le scénario ambitieux, c'est-à-dire la version hybride, mais toujours, on pensait que tout devait peut-être se changer en digital, en numérique. Nous avions la chance, lors de l'événement de 2020, et donc le festival a montré une bonne organisation, une bonne organisation opérationnelle. Et je veux dire qu'on a voulu voir qu'est-ce qui se passait aux autres festivals. Donc, on a vu le paradigme du festival documentaire. Donc, on a dit, oui, nous ne sommes pas l'organisation de Thessalonique, nous ne sommes pas le festival de Thessalonique, mais ils ont pu le faire. Donc, peut-être on doit entamer la même direction. Et je dois dire que parmi les festivals d'animation européenne, on a débuté une discussion, un échange d'idées, de savoir-faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Est-ce que vous avez votre plateforme? Est-ce que vous avez loué une plateforme? Comment est-ce que vous allez faire votre festival? Donc, on a commencé un festival parmi les festivals d'animation et ce dialogue nous a aidés et tout le monde a pu trouver une certaine assistance et appui dans chaque pays, mais avec un pas, disons, commun. Donc, on a eu un rythme commun, les divers festivals, et ainsi, les divers festivals d'animation se sont réunis, et les festivals en général. D'ailleurs, c'est mon propre impression d'après mes contacts avec mes collègues. Donc, c'est quelque chose que je dois vraiment y insister. Donc, ce modèle, on l'a utilisé également lors de l'édition de 2021. Donc, ce modèle qui a été maintenu, nous avons une plateforme numérique pour la projection des films et tous les événements, et aussi les événements d'Agora, du marché, c'est-à-dire, se déroulent à Syros, sur l'île de Syros, c'est-à-dire au centre culturel de la municipalité de Hermopolis, et ils sont retransmis en direct par notre chaîne sur YouTube et notre site Internet. Marinetta va vous parler de l'évolution du marché dans la pandémie. Or, ce que je veux y ajouter, c'est que nous avons pu voir un énorme chiffre des visiteurs, des spectateurs pour toutes ces projections, pour tous ces événements. Surtout, lors de dans le dernier événement, on a eu 35 000 visiteurs à nos projections et 2 500 dans notre Agora, pour notre marché, que pour notre festival, c'est quelque chose de très, très important. Surtout parce que l'identité des personnes est plus diversifiée. On a eu des jeunes créateurs ainsi que des centres de formation de Grèce et étrangers. C'est quelque chose de très, très important. C'est tout. Merci. Bon, je suis en train de réfléchir. Ce que nous avons vécu lors de la pandémie démontre que nous avons des expériences communes. Mais je crois l'un des participants a dit que ce qui change, c'est celui qui continue à vivre. Donc, en tant qu'équipe, c'est notre tantra. Donc, nous voulons toujours changer. Nous sommes une équipe très inquiète, disons, prête à tout. Et nous sommes évidemment très chanceux. Nous avons la chance d'avoir le festival au mois de septembre, alors que le lockdown et la pandémie a eu lieu au mois de mars. Tu as le temps de se préparer, de poser les bonnes questions, de faire les bons choix et avoir un film avec, disons, un certain succès. Donc, tout ça nous a vraiment aidés. Mais notre question essentielle, ce n'était pas la question technique, mais nous avons surtout mettre l'accent sur la qualité. C'était la qualité du festival d'animation et de l'Agora ne devait pas baisser. Nous voulons maintenir la même qualité au titre
des participants. Et je crois que c'est le cas pour tous les marchés, pour tous les agoras. Nous avons les mêmes personnes y arrivées. Nous avons des personnes qui étaient des Oscars, nous avons Jardine Bachet. Nous devons avoir des personnes des Oscars. Donc, nous voulons avoir tout ça en présentiel. Le pitching forum, et les ateliers, les workshops devaient se dérouler en présentiel. Ça, c'était un énorme défi pour nous tous. Ce n'est pas, disons, un défi, mais c'est plutôt notre angoisse. Est-ce qu'on peut arriver à voir ces événements en présentiel? Et heureusement, Géraldine était là, les candidats étaient là l'année dernière et cette année avec Full Image. On a un Tunisien, malheureusement, qui n'a pas pu venir car un jeune qui a un excellent projet, qui malheureusement n'a pas pu voir parce que la Tunisie, il n'a pas pu voyager de Tunisie parce que, évidemment, les frontières étaient closes. Donc, la leçon tirée, disons, est la suivante. Il faut toujours être prêt à changer. Le monde change, donc tu dois absolument t'adapter. Donc, si tu es vraiment dédié dans ces grandes organisations, malgré que l'animation est un petit festival, je crois que nous sommes en train de faire de très grandes choses. Donc, nous sommes prêts à tout. Peut-être les extraterrestres arrivant à Syros. Donc, il faut communiquer avec les extraterrestres. Donc, je crois qu'on a eu le côté positif, on a eu le côté négatif, évidemment. Je crois surtout pendant la première année, le climat est un peu difficile parce que les salles étaient fermées. On n'a pas pu avoir la présence que 20 personnes. Donc, les restaurants étaient fermés. Tout était fermé à Syros. Donc, la vie était très difficile. Donc, disons que c'était été et hiver en même temps. Que les bars et les restaurants étaient fermés, parce que je pense que c'est un point que je retrouve dans toutes vos interventions, dans les limitations qu'on a du en ligne. Finalement, c'est pas tellement la session de pitching elle-même. Je pense qu'on peut la faire via un Skype, on se débrouille, on peut la faire en ligne. Finalement, ce que vous identifiez tous dans les limitations du en ligne, c'est vraiment l'autour et ce moment qu'on va avoir avec quelqu'un qu'on croise en sortant de la salle en disant « Ah, peut-être qu'on peut aller voir ce film, on peut boire un verre, prendre 5 minutes pour rencontrer quelqu'un. » Et peut-être pour la suite, parce que j'imagine que vous réfléchissez à vos prochaines éditions, on n'est pas tout à fait encore sorti de la pandémie, donc on est toujours, moi en tout cas, je suis plutôt de l'avis de se préparer pour le pire et attendre le meilleur. Mais du coup, qu'est-ce que vous imaginez pour faire face à ces limitations du en ligne? Donc moi, j'ai noté tout ce qui concerne finalement le réseautage qui peut être très discriminant sur du en ligne si on n'a pas déjà une première base, une première expérience, quelques premières connaissances qui peuvent vous introduire. C'est un peu comme ce qui se passe finalement dans les festivals. Si on n'a pas quelqu'un pour nous donner l'invitation à telle soirée ou nous dire que le bar où toute l'équipe du festival se retrouve, c'est celui-là, on est un peu perdu. Donc il y a la même chose en ligne. Et je note aussi, il y avait un point intéressant qui avait été fait sur la formation. Finalement, la formation demande du présentiel. Peut-être vous voulez nous en dire 2 mots. Je refais un petit tour. Je ne sais pas qui veut prendre la parole peut-être sur ces limites et sur la façon dont ils envisagent. Vas-y, Élise. Simplement dire que tout est possible en ligne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien de fortuit en ligne. Et la moitié d'un marché, c'est les rencontres de hasard et les discussions fortuites. Et c'est très difficile à refaire en ligne. Beaucoup de festivals ont essayé de faire des parties en ligne, des concerts en ligne, des cocktails en ligne, mais bon, ça fonctionne plus ou moins bien. Honnêtement, je suis pas sûre que ça soit possible de le refaire. Et c'est vrai que, par exemple, le festival IDFA, qui a lieu en ce moment, qui avait lieu la semaine dernière. Alors, Yana est allée à IDFA, je crois, en physique, mais on devait avoir 3 autres personnes qui devaient y aller.
Et c'est vrai, quand on a appris qu'il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus rien à partir d'une certaine heure, ils ont dit, bah, nous, on va regarder les films en ligne parce que de toute façon, si tout ce qui est convivial n'est plus accessible, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Donc, effectivement, tout ce qui est la partie physique des marchés, c'est quand même la convivialité. Et quant à la formation, c'est aussi possible en ligne. On fait de la formation en ligne, on prépare les jeunes réalisateurs, producteurs au pitch en ligne, mais c'est bon, voilà, on connaît un peu les limites de Zoom et des interactions. Donc, à un moment donné, il faut quand même se rencontrer. Voilà. Je pense, Guillaume, rebondir sur ce qu'a dit Élise et Véronique aussi. Elle mentionne, vous avez tous parlé de le fait qu'il fallait finalement aussi encourager les gens à venir sur place. Et vos festivals, que ce soit les 4 festivals ici ce soir, vous êtes aussi très liés finalement à vos villes, des fois même dans le nom de votre festival. Puis chaque ville donne une atmosphère très particulière. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, et c'est un point que tu as soulevé, je crois, Élise, lors de notre rencontre avant ce soir, elle disait, c'est le branding, c'est l'identité de marque d'un festival, c'est aussi sa ville. Et alors, quand on perd ce présentiel, cette présence physique, est-ce qu'il est possible est-ce que ce n'est pas finalement nuisible à l'image même du festival? Guillaume, peut-être en premier. Ouais, je vous rejoins sur le fait que derrière nos villes, il y a aussi notre marque, notre image de marque qui fait notre force. Le jour où on passe 100% digital, finalement, on est une offre digitale parmi d'autres. On est en concurrence potentiellement avec n'importe quel service du monde entier. On est en concurrence potentiellement avec une plateforme développée dans la Silicon Valley. Et on perd cette aspérité-là. On commence à tous se ressembler les uns les autres au bout de 1 ou 2 ans de plateforme digitale. Là où, quand on est sur l'événement physique, dans notre ville, on a tous notre particularité, notre spécificité, les types de contenus sur lesquels on se positionne davantage, un cadre différent, un moment différent dans l'année. Et donc, chaque festival et marché, finalement, à travers sa ville et son moment dans l'année, se distingue historiquement comme ceci. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose quand même qui a été dit. Je ne pense pas que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas forcément le marché ou le festival physique contre le marché ou le festival digital. Je pense que c'est pas une erreur, mais le réflexe qu'on a tous eu, c'était peut-être de reproduire sur la digitale autant que possible une expérience miroir de ce qu'on connaissait de nos événements physiques. On a essayé de reproduire en miroir sur le digital ce qu'on connaissait de nos événements physiques. Je pense que maintenant qu'on a un peu plus de retour d'expérience, il nous faut peut-être considérer que ce sont vraiment 2 expériences très différentes et s'appuyer sur les forces de chacune. Ça ne veut pas dire que le digital n'est pas bien, mais ça veut dire qu'il faut peut-être assumer que c'est une expérience différente de ce qu'on connaît en physique. Il faut peut-être assumer qu'on n'est pas sur un moment de rencontre fort où on est tous en même temps, mais peut-être sur des rencontres asynchrones et peut-être sur une expérience qui se passe pas que pendant 2 semaines ou 1 mois, mais qui peut avoir une relation toute l'année et pas seulement à un moment donné. Et c'est un peu l'inverse sur l'événement physique. L'événement physique, sa force, c'est que tout se passe à un moment donné, que l'industrie se rassemble à un moment donné dans un lieu et à un moment, célèbre le cinéma ensemble et crée justement ces occasions de rencontres de qualité, soit avec des rendez-vous prévus à l'avance, soit avec tous ces rendez-vous un peu réalisés par hasard au gré des cocktails et des sessions de pitch et des soirées. Donc ça, c'est la force de l'événement physique. Mais peut-être que voilà, l'un des principaux enseignements que moi je tire, c'est qu'il faut peut-être qu'on arrête de vouloir faire absolument une expérience miroir sur le digital, mais d'essayer de distinguer un peu les 2 expériences et de profiter, je dirais, des avantages de l'un et de l'autre.
Ah bah, en effet, je suis tout à fait d'accord là-dessus. On l'a dit d'ailleurs tous ici, et Élise l'a redit, 50% d'un marché, de son efficacité, de son rôle, c'est la mise en contact et c'est des rencontres informelles qui se passent. Donc à côté de ça, pour tout ce qui est contenu, en effet, nous, c'est aussi un enseignement qu'on a tiré, c'est d'être finalement au-delà de cette semaine d'événements qu'on connaissait auparavant. Donc, on est sur une semaine de rencontres fortes et de présentations aussi avant-première ou autres. Et découverte de projet, on garde quand même une primeur à ceux qui sont présents, puisque là, ça fait la différence. Ils seront finalement les premiers, en quelque sorte, à voir certains projets. Donc, ça peut, ça aussi, inciter les professionnels à plus à participer quand même physiquement plutôt qu'à distance. Mais ça permet aussi en effet d'étendre une offre. Donc c'est un complément en effet. Ce n'est pas un miroir, ce n'est pas offrir la même chose, c'est s'en servir pour atteindre d'autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité, l'occasion de voir le contenu. Ensuite, en effet, la marque, elle est très importante puisque c'est en effet ce qui distingue un événement d'un autre, et c'est pour ça qu'on aime bien aussi aller d'un événement à l'autre, c'est qu'on y trouve à chaque fois des choses différentes, un esprit différent, des gens différents, toujours dans le but de créer, d'aller vers la création, la rencontre. Et ça, l'image de la ville, l'esprit qui règne dans la ville est important. Voilà, donc ça, c'est essentiel pour garder un événement physique. Sinon, voilà, moi, c'est en effet peut-être un des enseignements les plus importants, c'est dire qu'on a la possibilité d'étendre encore nos actions. Alors, en effet, Marinetta dit qu'on fait toujours plein de choses, qu'on se renouvelle sans arrêt, et ça, on aime le faire. Et moi, je suis tout à fait là-dedans. Et ça nous pousse à être aussi plus créatifs, inventer d'autres façons de travailler et de mettre en avant du contenu des personnes. Et ça, c'est pourquoi pas organiser des événements à l'année en ligne et puis et une semaine physique. Mais ça, c'est un vrai changement. Nous, on le fait dans la formation avec que ce soit Animation du Monde, mais aussi le MIFA Campus et MIFA Campus International. On est présent à l'année, en fait, dans différents pays pour suivre les délégations. Et ça, pour le coup, ça marche pas mal en ligne, même si il manque le contact, bien sûr, et on n'ira peut-être pas tout à fait aussi loin, mais ça fonctionne bien quand même. Donc ça, on peut le continuer. Bien sûr, dès qu'on pourra, on retournera physiquement faire les formations dans les pays, mais en tout cas, ça permet de ne pas les arrêter, et ça, c'est essentiel. Να πω ότι Oui, nous ne pensons jamais le festival séparément des CIROS. La première année, quand on pensait que ça serait en distanciel, on avait la sensation qu'on le trahissait. Il est tellement lié avec l'île et avec ce qui se fait là-bas. Je dirais même que la deuxième édition, celle qui a fini en septembre, qui vient de finir en septembre, était un guide, un meilleur guide pour nous. C'est-à-dire comment et si il faut trouver un équilibre entre le présentiel et le distanciel. Parce que cette année, on avait de la chance, on avait des invités de toutes les parties du monde qui sont venus, qui ont fait connaissance, qui ont eu de contacts sociaux ou de contacts professionnels, qui se sont amusés avec les restrictions. Et cela était vraiment la culmination du festival. C'est-à-dire que pendant la pandémie, on a
pu avoir une presque normale représentation des représentants du marché, des invités, presque normale. Et l'édition numérique, c'est comme ça que je le comprends, moi, nous a offert, nous a donné un push pour être connu par d'autres gens qui vont venir à Syros par la suite pour voir le marché, pour voir ce qui se fait, des jeunes professionnels, des étudiants qui vont venir pour nous connaître, pour présenter leur travail, parce que je crois que, et je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, que le présentiel ne peut pas être remplacé à 100% par le distanciel. On ne peut pas tout transmettre en ligne. Et bien sûr, la partie qui se réfère à l'atelier d'éducation pour le Pitching Forum ne peut pas se faire en ligne. Je crois donc que le plus important, c'est de penser si c'est dans notre intérêt de garder le distanciel parce que ça nous facilite la tâche et parce que ça nous tient tous en dedans. Tandis que les festivals sont l'extroversion pour s'ouvrir vers l'extérieur. C'est ce que je pense, en tout cas. Le point positif de cette situation numérique dans laquelle nous vivons, c'est que nous avons accès au contenu. Cela est très important. Et le marché d'Anima Heroes, les 2 dernières éditions, toutes les présentations qui ont eu lieu en 2020 et 2021 se trouvent dans YouTube et n'importe qui peut les voir. Ça, c'est extraordinaire. On n'aurait jamais pensé si la pandémie n'était pas là. Tandis que c'est un moyen de donner l'opportunité aux gens, pas seulement de nous connaître, mais de connaître tous ces artistes extraordinaires, ces artistes qui viennent et qui offrent leurs connaissances et leurs talents de manière tellement généreuse. Ça, c'est la partie positive, l'élément positif de tout ça que je garde. Bien sûr, le cœur d'Anima Syros bat à Syros et c'est là où ça se trouvera toujours. Une petite clarification pour Anima Syros. Je ne sais pas si c'est tellement utile, mais puisque nous avons commencé en 2008, seulement avec le soutien de la municipalité, notre festival offrait tout gratuit au public. Et c'est comme ça qu'on continue. Donc, pour nous, c'est un peu différent la manière dont on approche l'offre du contenu. Mais tout ce qu'on vient de dire est vrai, c'est-à-dire qu'il faut trouver cette solution, la meilleure solution entre les deux, le distanciel et le présentiel. De la soirée de différentes synergies entre vos différents festivals et de façon générale une certaine solidarité entre festivals. Et donc je note notamment donc dans les points positifs finalement du côté numérique, c'est peut-être une démocratisation de l'accès au festival, à l'expérience du festival. On va toucher peut-être un public plus large, plus éloigné, qui n'est pas forcément à Cannes, à Thessalonique, à Syros ou à Annecy, qui peut être n'importe où dans le monde ou même dans les pays dans lesquels se trouve vos festivals. Et donc, et au contraire, l'avantage du présentiel, ça va être cette touche si particulière qui va donner chaque événement, chaque ville, chaque atmosphère, et cette occasion finalement de créer une rencontre qui est très dur de recréer en ligne. Et donc, comme on parlait un peu des partenariats, je vais
peut-être commencer par Guillaume, je crois, dans le cadre du marché du film, et je me trompe peut-être, mais dans le cadre des projections du marché, il y avait une tentative de faire des projections décentrées, si je ne me trompe, à Tokyo, ailleurs, et du coup, peut-être amener une petite touche de physique dans cette démocratisation de l'accès au contenu. Est-ce que je me trompe? Cannes in the City. On l'avait appelé ça Cannes in the City. L'idée, c'était de proposer des projections physiques dans des pays qui ne pouvaient pas se déplacer à Cannes. Voilà, on savait déjà qu'il y avait l'Asie, l'Amérique du Sud, qui auraient très peu de chances de se déplacer à Cannes sur cette édition 2021. Et du coup, on a organisé dans certaines villes, à Pékin, à Buenos Aires, à Tokyo et d'autres villes, des projections physiques dans ces pays-là. Voilà, donc, ok, donc on retrouve... Pardon, vas-y. Pardon, allez-y. Non, après, dans les autres types de partenariats, je me permets de le citer, puisque j'ai 2 collègues avec qui on a des partenariats, puisque Élise citait tout à l'heure le fait qu'on collabore avec eux pour la plateforme online avec Sinando, donc que ce soit pour Thessalonique ou pour marché du film online de Cannes. Derrière, c'est Sinando qui fournit les briques techniques. C'est une forme de partenariat. On n'a pas besoin de toujours réinventer la roue. Quand on a des outils technologiques qui fonctionnent, qui sont sécurisés et qui répondent aux besoins de l'industrie, c'est une première forme de partenariat. Et puis, il y a des partenariats sur les contenus. Annecy a cette carte, cette couleur sur l'animation qui est très forte, qu'on n'a pas forcément nous. Encore une fois, plutôt que réinventer nous-mêmes je ne sais quoi, autant s'appuyer sur des gens qui le font extrêmement bien. Et donc, Annecy représente, je dirais, même incarne les contenus d'animation au marché du film, avec toute une journée de pitch de projet, de conférences, de networking autour de l'animation pendant le marché du film à Cannes. Donc, c'est aussi des synergies, des collaborations à travailler sur la partie technologique, mais aussi sur la partie contenu. Surtout dans les moments où c'est un peu difficile pour tout le monde. Je pense que ça fait du bien qu'on s'entraide les uns les autres. Et si je peux me permettre de compléter, on a aussi Thessaloniki Goes to Cannes, que l'on a maintenu cette année, et sur lequel on avait des petites craintes avant la séance. Mais finalement, ça s'est très bien passé et on a eu pas mal de professionnels, donc distributeurs, acheteurs, vendeurs et festivals qui sont venus à la séance et on a eu des très bons aussi retours en ligne. Voilà. Super. Et Guillaume, je compléterais même avec... on a donc cette collaboration pendant Cannes et on a aussi une collaboration en Argentine sur un événement qui s'appelle Ventana Sur et le marché du film de Cannes qui l'organise avec... qui le co-organise. Qui co-organise avec le CNC un peu local en argent, enfin national. Tout à fait. L'INCA nous avait demandé aussi de collaborer pour amener de l'animation et ce qu'on fait. Et voilà, nous, c'est vrai que c'est notre façon aussi de travailler. On aime ça, les collaborations. On n'a pas, pour le coup, nous, on n'a pas organisé de projection côté marché à l'étranger. On l'a fait côté festival. Le festival d'Annecy a pu organiser dans différents lieux des projections, mais pas côté marché. Mais voilà, en effet, c'est très. Je pense que c'est enrichissant pour tout le monde et ça fait partie du plaisir du travail. Merci Véronique. Honte à moi parce que le marché se déroule en ce moment même. Donc effectivement, merci pour ce petit coup de projecteur, ce coup de promo là, de ce marché qui se passe à Buenos Aires, lui aussi en hybride, à la fois sur place et en ligne, et qui est co-organisé par le marché du film. Peut-être, je pense qu'on arrive au bout de l'heure. Il est peut-être le temps de trouver un mot de la fin. Moi, j'ai noté beaucoup de choses très intéressantes, mais je vais vous laisser peut-être commencer. On va commencer ici à Athènes. Yann, qu'est-ce que
qu'est-ce que vous voyez pour vous tous, en fait, hein, chacun à votre tour, pour les éditions futures, qu'est-ce que vous voulez finalement garder je pense qu'on a mentionné beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous tiendrait à cœur de garder de cette culture numérique que vous avez adoptée en 2 ans, et quels éléments finalement du physique vous tenez absolument à conserver? Tout d'abord, je dois dire que notre époque a eu aussi un aspect plutôt positif, car c'était un énorme défi pour nous tous que nous travaillons dans les films, dans le festival. À un certain moment, peut-être on était ennuyeux et tout d'un coup, tout a changé, on a été bouleversé. Donc, nous avons l'opportunité devant nous de former le futur, si je dire, avec des nouvelles bases. Donc, ça, c'est peut-être effrayant, mais aussi c'est excellent. Donc, le temps est essentiel. Donc, il faut du temps pour voir ce que nous devons garder et ce que nous devons mettre de côté. Peut-être, dans le futur, les réunions auront lieu avec des casques VR, et on va utiliser des avatars, on va parler de cette manière. Ou, je ne sais pas, on va revenir à la manière traditionnelle, on va continuer à voyager. Mais je crois que c'est une grande opportunité pour tous les festivals et pour tous les marchés de mettre des nouvelles bases dans leur façon d'œuvrer. Donc, le mode d'opération doit changer. Nous devons voir quels sont les côtés positifs et les points négatifs de cet phénomène, disons, hybride ou digital ou numérique. Par exemple, à Thessalonique, on a eu beaucoup de gens qui ont voulu voyager. Beaucoup plus de monde a voulu venir à Thessalonique. Mais on a eu beaucoup d'autres qui ont voulu avoir le rendez-vous en ligne. Donc, on ne peut pas voir le futur, mais en ce qui s'agit de l'édition de mars, on va essayer d'avoir plusieurs activités à Thessalonique, ou la plupart des activités à Thessalonique, parce que c'est notre base, disons, et on va garder un certain modèle en ligne, mais l'expérience démontre avec les festivals qui sont hybrides qu'il y a un grand besoin de la part du monde de voyager, de fréquenter les autres. Donc, je crois qu'on va établir un bon équilibre entre les événements en ligne, un tout petit pourcentage des événements en ligne. Donc, en présentiel, c'est la règle. Je suis tout à fait d'accord avec Yana. Et je pense que tout le monde est prêt d'organiser des choses en pensant que tout aura lieu en présentiel et que le hybride ou le en ligne est un scénario backup. Donc, comme Marietta disait, il faut surtout maintenir la haute qualité. Tu ne peux pas offrir un produit en ligne d'une qualité inférieure. Donc, c'est ainsi que nous œuvrons, c'est ainsi que nous sommes en phase de préparation. On va voir la plupart des événements en présentiel. Un petit pourcentage, disons, une petite partie sera en ligne, surtout le contenu artistique. Et nous souhaitons surtout de recevoir du monde à Syros. Donc, les festivals ont montré une préparation et une adaptabilité aux nouvelles conditions. Les festivals sont des organismes vivants qui sont en train de voir le futur. Et donc, je crois qu'on va continuer dans cet axe et on va offrir les meilleures des solutions en prenant en considération, évidemment, les limitations. Donc, je suis confiante qu'on va continuer à promouvoir le cinéma de la bonne manière. C'est tout. Merci. Oh, que puis-je ajouter? Je suis tout à fait d'accord avec les 2 autres oratrices. Nous sommes des êtres vivants et chaque être vivant, donc,
veut avoir une stabilité alors que tout change. On est dans un changement continu. C'est le paradoxe de l'existence. Donc, je crois que la pandémie est ici pour nous démontrer qu'il faut être toujours prêt à s'adapter, à changer. Donc, on ne peut pas être calme. Il faut être prêt à changer. On ne peut pas avoir cette complaisance. Donc, si on veut être créatif, il faut être toujours prêt à changer et c'est ainsi qu'on va continuer prêt à tout. On est et en présentiel, on a un peu de monde aussi dans la salle, vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Et peut-être le mot de la fin de la part de nos amis en distanciel, du coup. Élise, Guillaume, Véronique, alors Élise peut-être en premier. Oui, 3 choses. La première chose, c'est que pour l'instant, les festivals hybrides, nous, on fait tout en présentiel et en ligne, parce qu'en ligne, ça reste un plan B. On ne peut pas se permettre d'avoir une stratégie et de dire, voilà, ça va être en ligne et ça va être en présentiel, parce qu'on ne sait jamais si le festival aura lieu effectivement en hybride ou seulement en ligne. Donc, pour l'instant, la stratégie, elle est un peu limitée et je crois que pour tirer les leçons, on commence vraiment à voir ce qui marche en ligne, ce qui ne marche pas en ligne. On le sait, mais de toute façon, on est obligé de tout préparer en ligne pour l'instant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre un risque et de pas faire la moitié de notre programme parce que tout d'un coup, il y a un lockdown dans le pays. Donc ça, pour l'instant, c'est la réalité. La deuxième chose, c'est que nous, on est un marché, on n'est pas Cannes. Donc, c'est vrai que quand un vendeur vient à Thessalonique ou un acheteur vient à Thessalonique, il vient seul ou à 2 peut-être. Quand les acheteurs viennent à Cannes, ils viennent avec tout le back-office. Et aujourd'hui, peut-être que le back-office se déplace moins, et donc vraiment une nécessité pour, au lieu de venir à 30, ils viennent à 3. Et peut-être que c'est vraiment absolument nécessaire pour tout le reste de l'équipe. Mais c'est vrai que nous, on a des délégations qui sont quand même beaucoup plus réduites et donc des problématiques qui sont réduites. La troisième chose, c'est l'obligation d'avoir en ligne nos masterclass et les pitchs a beaucoup influé sur la qualité des prestations. Notamment, les pitchs sont bien meilleurs puisqu'ils sont montés, il y a plus de E, A, O qu'on avait en direct et qu'on était obligé après de couper un peu. Et les masterclass aussi, également, puisqu'on s'est rendu compte il y a 2 ans, quand on a voulu fouiller dans nos archives pour fêter les 60 ans du festival, que la plupart des masterclass, avec notamment des grands réalisateurs ou des grands techniciens, étaient quasiment immontables. Puisque il y a 10 ans, on tournait avec une caméra, avec un son qui était vraiment pas bon. Maintenant, comme tout ça reste sur YouTube et on pense archives, effectivement, dès qu'il y a un masterclass, on a 4 caméras, des micros dans tous les sens, on monte. Et c'est vrai que ça a beaucoup influé sur la qualité des programmes. Voilà, c'était les 3 réflexions que je voulais livrer. Guillaume, peut-être rebondir sur les grandes délégations qui viennent à Cannes et sur ce que tu gardes, toi, de ces 2 années et ce que tu vois pour le futur. On apprend encore au fur et à mesure, là, donc c'est un peu tôt pour tirer des enseignements de est-ce que les délégations se réorganisent, mais c'est vrai qu'on a envoyé un sondage, on a eu quelques retours. C'est difficile à quantifier, mais on a eu quelques retours quand même de gens qui nous disent que cette année, ils ont envoyé une délégation plus réduite de personnes à Cannes pour faire les rendez-vous et être un peu la tête de pont de leur équipe à Cannes. Et en back-office, ils avaient un bon nombre de personnes de leur équipe qui étaient connectées online. Je ne suis pas sûr que les personnes en back-office online à distance fassent exactement la même chose que ce qu'ils faisaient à Cannes, donc on verra dans le temps. Mais que ce soit pour nous ou pour nos partenaires,
le mot d'ordre, qui est celui qu'un peu tout le monde dit ce soir, c'est de s'adapter à chacune des circonstances et à chaque mode digital ou présentiel, parce que voilà, on va encore apprendre, on va encore avoir peut-être des surprises, on va avoir peut-être des limitations, des belles opportunités, mais voilà, il va falloir s'adapter. Et que ce soit online ou présentiel, à la fin, voilà, ça va être la qualité de nos contenus et des opportunités qu'on peut créer à Cannes ou online qui va compter. Donc, il faut faire avec les outils qui a créés, certes, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que ce qui compte, c'est la qualité des programmes, la qualité des sélections, la qualité des pitchs qui sont organisés, la qualité des conférences, surtout dans des moments où il y a beaucoup de questions de la part de l'industrie liées à la crise, liées à la montée en puissance des plateformes, liées aux nouveaux canaux d'exploitation des contenus. On se doit de proposer des contenus qui ont une forte valeur ajoutée pour nos clients. Et voilà, qu'ils soient à Cannes ou qu'ils soient online, c'est ça qui compte le plus, c'est d'avoir créé une proposition de valeur qui a beaucoup de valeur ajoutée pour nos partenaires. Véronique, Et le mot de pour la ma fin. part, oui, merci. Pour ma part, c'était en fait une vraie question qu'on avait commencé à se poser pour différentes raisons, mais et qu'on se pose tous, je pense, quel avenir pour nos événements, parce que tout change très vite. Il y a la concurrence aussi, et puis il y a d'autres façons de vivre, de consommer, et ça accélère en fait cette question. Elle nous force à nous poser les bonnes questions. En effet, est-ce qu'il faut toujours aller vers plus ce qu'on se pose dans la vie en général? Il y a les adeptes de la croissance constante et les adeptes de ceux qui disent on peut réduire, mais aller plus vers de la qualité. Et c'est une vraie question aujourd'hui, parce que en se posant cette question, on se pose la question de notre survie. Est-ce qu'on peut diminuer ou est-ce qu'on doit toujours croître? Nous, on a pour le coup, on avait des vraies problématiques de taille d'événements, d'accueil des publics, d'accueil sur place. Et finalement, on s'est dit on peut forcément offrir aussi un autre accès. Ah. Ça peut régler notre question de taille, mais ça peut aussi permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont pas le temps d'accéder à tout ça. Donc finalement, là, on règle 2 soucis. Alors bien sûr, on a là, c'est propre à Annecy, parce qu'on est une petite ville et on avait du mal à accueillir plus. Donc est-ce qu'on va aller vers une diminution ou continuer à croître? En tout cas, en France, sont adressés, je pense que en Europe et dans la plupart des pays maintenant, des questions de développement durable, d'écologie, et la question c'est bien sûr, est-ce qu'on continue à faire voyager tout ce monde de la même façon, ou est-ce qu'on offre une alternative? Et là, on est en plein dedans. Finalement, ça a accéléré cette question. Et pourquoi pas? Parce qu'en France, les aides qu'on va toucher, vont dépendre de ce qu'on met en place justement pour l'écologie. C'est en cours, et d'ici 2023-2024, si on ne change pas nos façons de produire, de consommer, ou nos événements sur l'ensemble de l'utilisation de matières premières, ou comment on fait voyager les gens, comment on les pousse à utiliser tel ou tel transport, ça va rentrer dans les critères pour obtenir les aides. Donc on est en plein dedans, et puis ça, là pour le coup, c'est une réflexion qui est pas simple. En tout cas, les formations sont là pour nous aider à transformer nos événements, et on rejoint ce qui a été dit là, c'est aller vers plus de qualité et pas forcément de la quantité toujours. Mais en tout cas,
Les pitchs sont un bon exemple, en effet. Ils ont appris à mieux pitcher, à mieux se préparer. Et puis, sans doute, des conférences, si elles sont en ligne, elles obligent à être mieux préparées que des fois les personnes qui arrivent sur place physiquement un peu au dernier moment sans avoir forcément préparé. Voilà, je me dis qu'il y a plein de choses comme ça, mais en tout cas, le plus plutôt que le mieux plutôt que le plus, c'est sans doute l'avenir. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter un dernier mot. Non, on a fait le tour, très bien. Moi, donc, je garde de tout ce que vous avez dit ce soir, finalement, qu'il y a des avantages des deux côtés. Hein. Très clairement, pour tout ce qui est réseautage, une fête, un peu d'alcool et la proximité physique aide beaucoup. Puis, on n'oubliera jamais que nos festivals, finalement, ces festivals sont centrés dans leur ville et dans une atmosphère très spécifique et dans un cadre, finalement, qui donne une vraie couleur et un vrai goût. Et par contre, il faut reconnaître au numérique une certaine démocratisation de l'accès à ces contenus et une facilitation finalement sur un accès et pardon, je me m'emmêle, une démocratisation de l'accès à ces contenus et une facilité d'entrer en contact, tout en gardant peut-être aussi une solution à toutes ces questions écologiques qui vont se poser de plus en plus et sur le voyage. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux, ça va être, je pense, le défi qu'on va tous être appelés à répondre dans les futures années. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ici ce soir, depuis Paris, Annecy et Thessalonique, et puis ici à Athènes, vous tous avec nous. Merci de nous avoir suivis en ligne et d'avoir été avec nous ici dans la salle. C'était le dernier rendez-vous du Novembre numérique ici à l'Institut français de Grèce. Et nous, on vous donne rendez-vous novembre prochain pour continuer le dialogue sur le numérique et toute l'année pour nos événements très variés. Je vous invite à les découvrir sur notre site ifg.gr. Bonne soirée à tous.